Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette discussion autour du feu de camp organisé par l'initiative Carnegie de gouvernance du climat, qui va porter aujourd'hui sur les solutions fondées sur la nature au service de l'élimination du CO2 à grande échelle. Nous avons avec nous 5 experts illustres qui vont nous dire ce qu'ils en savent et qui vont également exposer leurs différents points de vue. Je vais donc leur demander de se présenter. Je voudrais également présenter mes excuses à nos invités car certains ont dû se lever très tôt et d'autres vont se coucher très tard. Donc je leur remercie tous pour leurs efforts. Aujourd'hui, nous allons donc débattre du sujet autour d'un feu de camp virtuel, un campfire. Donc, nous n'allons faire ni grand discours, ni d'avoir de présentation par diapositive, mais nous allons maintenir une conversion dynamique, tout d'abord entre les invités, puis dans la deuxième partie de notre activité, nous aurons une session de questions-réponses pour répondre aux questions envoyées par nos participants. Je vais ensuite vous expliquer en quoi consiste l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat et comment nous allons organiser cette activité. Mais nous allons tout d'abord nous présenter. Donc, je suis Janos Pastor, directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. J'y suis depuis 2016, lorsque l'initiative a été mise sur pied. Auparavant, j'ai exercé différents postes et organisations. Mon dernier poste était celui de sous-directeur général pour le changement climatique aux Nations Unies. Et j'ai eu alors l'occasion de travailler avec Manuel et avec René. Je suis très heureux de les revoir aujourd'hui. Et j'avais auparavant travaillé pour différentes organisations de Nations Unies et autres ONG, comme par exemple l'agence, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement et le WWF. Et donc, cela fait 40 ans que je suis sur des thèmes de changement climatique. J'ai 3 petits-enfants et je crois que le moins que je puisse faire pour eux, c'est de tenter de contribuer à à limiter les effets de la crise climatique, qui est une question bien entendu qui est brûlante. Et j'espère que cette conversation va apporter un grain de sable faute de ne pouvoir résoudre cette crise. Merci beaucoup, Jeannot. Je suis très heureuse d'être avec vous tous et je suis persuadée que nous allons avoir une conversation très productive et intéressante. Et j'aime beaucoup ce format de campfire chat, de discussion autour du feu de camp. Je suis Manuel Pulgar Vidal, leader mondial de l'énergie et du climat chez WWF. Auparavant, j'ai été ministre de l'Environnement du Pérou de 2011 à 2016 et à ce titre, j'ai participé à la COP20. J'ai également été directeur exécutif de la Société péruvienne de droit de l'environnement, qui est une ONG qui se trouve au Pérou, mais qui travaille dans différents pays d'Amérique latine en termes de droit de l'environnement. Et donc, merci beaucoup pour cette invitation. Kate? Merci également de m'avoir invité à cette discussion. Je suis Kate Houlé, je suis chercheuse à la faculté de climat et d'énergie de l'Université de Melbourne. Cela fait 15 ans que je travaille sur des questions comme celle des forêts et du changement climatique, tout d'abord dans des ONG à Bruxelles et des organisations, différentes organisations qui étudiaient les forêts et le changement climatique et également la gouvernance des forêts et le droit de la terre. Dans ce sens, je suis ensuite passée à voir quel était le rôle peuvent jouer les forêts pour atténuer le changement climatique et tout ce qui a trait à la comptabilisation du carbone. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de ces questions. René, à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis très heureux moi aussi d'être ici avec vous. Je suis René Castro, sous-directeur général de la FAO pour les politiques et la stratégie sur le climat et la diversité biologique et l'environnement. J'ai travaillé dans le gouvernement de Costa Rica et j'ai été 3 fois ministre des Affaires étrangères, de l'environnement et des ressources naturelles et de l'énergie. J'ai également été professeur universitaire pendant 15 ans
Et j'ai une petite fille de 14 ans et qui est comme j'annonce ma motivation principale pour tenter d'avoir une vision à long terme. Merci René. Chung-Kwan. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être ici pour moi avec tous ces invités. Je travaille actuellement pour le Forum économique mondial comme directeur de l'initiative naturelle et de l'Alliance des forêts tropicales. C'est-à-dire que je travaille dans les solutions fondées sur la nature. Auparavant, j'ai travaillé à l'Union internationale de la conservation de la nature, où j'ai représenté la Chine de 2005 à l'année précédente. Donc avant cette Union internationale, j'ai travaillé en Chine pendant 12 ans et j'ai également été enseignant dans l'académie de sylviculture et où je donnais des cours sur la restauration des bois et le boisement. Et donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et enfin, Sandeep, à vous. Merci beaucoup, Janos. Merci de m'avoir invité pour participer à cette discussion avec des experts si prestigieux. Je suis Sandy Sengupta, coordinateur du changement climatique à l'UICN. Je suis chargée de la collaboration institutionnelle sur ce sujet. Viens d'Inde et je travaille donc de ce pays dans le gouvernement et également à différents niveaux. Et je suis ravie de participer à cette conversation. Je suis également enseignant à l'université sur des thèmes qui sont liés au changement climatique et à la gouvernance, au développement et au développement durable. Merci beaucoup, Sandeep. Comme je vous disais, nous avons vraiment des experts de haut niveau avec nous aujourd'hui. Je crois que vous avez pu le voir à travers de leur présentation. Donc, je vais vous dire en quoi consiste l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Nous sommes une initiative financée par une petite fondation avec des personnes qui travaillent sur 3 continents et qui se consacrent à créer une gouvernance efficace pour ces approches émergentes de modification du climat, comme l'élimination du CO2 à grande échelle et la modification du rayonnement solaire. Nous sommes impartiaux quant à l'utilisation ou la non-utilisation de ces approches. Nous sommes essentiellement axés sur la question de la gouvernance pour toutes ces approches que la société doit appliquer, car si c'est le cas, il faut être préparé et avoir un système de gouvernance adéquat. Nous efforçons d'organiser des discussions et des activités comme celle d'aujourd'hui, comme celle que nous avons déjà organisée à de nombreuses reprises sur de nombreux sujets qui sont nous avons au total une cinquantaine d'experts comme ceux que nous avons aujourd'hui et qui nous parlent de différents sujets et qui apportent différents points de vue. Et nous nous efforçons de présenter différents points de vue. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très clair. Ce n'est pas toujours possible, car évidemment, s'il n'y a que 4, 5 ou 3 participants dans une discussion, il n'est pas toujours possible d'avoir la plus grande diversité possible. Mais d'une façon générale, nous tentons de maintenir justement ce cap dans toutes nos organisations donc de la C2G. Donc, je disais donc, nous avons 50 experts qui viennent de tous les endroits du monde et qui donc expriment différents points de vue. Donc, nous ne visons pas à travers cette discussion d'arriver à un accord ou un consensus, mais donc les experts ne sont pas censés se convaincre les uns des autres, mais nous devons comprendre les différents points de vue qui existent sur ce sujet. Et nous espérons que quand nos experts répondent aux questions ou prennent la parole, ils nous expliquent quelle est leur position et pourquoi ils ont justement cette position, ce point de vue. Et cette conversation, bien sûr, va leur donner l'occasion de s'exprimer et donc leurs points de vue sont ceux des invités et ne sont pas ceux de la C2G. Donc, nous allons parler sur des solutions, des approches fondées sur la nature.
pour l'élimination du CO2. 2020 était censé être l'année de la nature et il y avait par exemple la conférence des parties qui était prévue en Inde, également une réunion de la Convention de la diversité biologique ou le congrès de l'UICN También. Et il y avait donc ceci et d'autres activités dont la plus grande partie ont été soit annulées, soit reportées à l'année suivante. Mais les questions dont nous nous occupons ne peuvent pas être reportées car le changement climatique suit malheureusement son cours. Donc, ceci étant dit, et donc compte tenu de ce contexte, nous souhaitions parler des solutions ou approches fondées sur la nature pour l'élimination du CO2 à grande échelle, pour ne pas esquiver ce sujet. Il faut être un petit peu plus clair sur la terminologie, car tous les termes ne sont pas utilisés de la même façon par toutes les personnes lorsque l'on... Donc nous avons intitulé cette discussion les approches fondées sur la nature pour l'élimination du CO2. Mais tout le monde n'utilise pas ce même terme et beaucoup de personnes utilisent le terme de solution fondée sur la nature et d'ailleurs il y a l'acronyme en français SFN ou l'acronyme anglais qui est NBS. Et donc c'est un terme assez très couramment utilisé pour parler de ce type d'approche. Mais ce qui entre dans cette définition des solutions fait l'objet de débats. Sans entrer dans les détails, nous savons que nous devrons avoir recours à l'élimination du CO2. Le GIEC a été très clair sur ce sujet dans son 5e rapport d'évaluation et également surtout dans son rapport spécial sur le réchauffement 1,5 degré. Donc, dans tous les profils d'évolution des émissions décrites par le GIEC, il faut avoir recours à l'élimination du CO2, mais jusqu'à quel point et qui doit le faire et qui doit juger un peu ces approches, eh bien, c'est tous ces thèmes qui font objet de débat. Donc aujourd'hui, nous allons nous centrer sur les approches donc fondées sur la nature. Toutes ces questions s'accompagnent de leurs propres difficultés et défis en termes de gouvernance, et c'est justement cette question à laquelle nous allons tenter de répondre. Il faut aussi voir ce que font des agents non gouvernementaux, ce qu'ils apportent, et nous espérons que notre conversation va apporter son petit grain de sable. Donc, je vous explique le fonctionnement de cette activité d'aujourd'hui. Nous allons commencer donc notre Campfire Chat, notre discussion autour du feu de camp, en demandant quelque chose à chacun de nos invités qui auront chacun 2 ou 3 minutes pour répondre. Nous aurons ensuite un débat entre nos différents invités et plus ou moins à la moitié donc de notre session, en fonction un peu du déroulement de celle-ci, nous ouvrirons les questions-réponses. Donc pour répondre à des questions qui nous sont envoyées par nos participants, que nous remercions bien entendu et que nous invitons chaleureusement à envoyer leurs questions dans la boîte de questions-réponses. Je vois que nous en avons d'ailleurs déjà une. Et donc, n'hésitez pas non plus à voter pour des questions que vous voyez apparaître, car plus une question reçoit de votes, plus elle est susceptible d'être traitée, vu que nous n'avons pas non plus un temps infini. Donc, une question pratique. N'envoyez pas vos questions dans le chat, mais bien dans la section de questions-réponses, car le chat sert à autre chose. Donc voilà, nous allons maintenant pouvoir commencer. Je vais poser donc une question à chacun d'entre vous et je vais poser une question donc à Sandeep, qui est la suivante. C'est l'Union internationale de conservation de la nature, donc le ICN, qui a inventé le terme de solution fondée sur la nature. Donc, pourriez-vous nous dire ce que signifie exactement ceci, ce que cela englobe ou pas, et quelles sont les conséquences que cela a sur la conversation que nous allons avoir aujourd'hui sur ces solutions ou sur ces approches fondées sur la nature pour l'élimination du CO2 à grande échelle?
Bon, c'est bien de dire que l'UICN a inventé ce terme, mais il faudrait rendre à César ce qui est à César, et donc dire que le mérite en revient à la Banque mondiale qui a utilisé pour la première fois ce terme de solution fondée sur la nature dans une publication. Euh, et comme solution qui entrait dans son portefeuille. Mais tout de suite après, donc à cette époque, l'UICN a effectivement intégré ce terme et en 2009, le terme était déjà présent dans nos documents pour le sommet de Copenhague. Et d'ailleurs, j'ai participé au sommet de Copenhague dans la délégation indienne, pas comme membre de l'UICN, mais depuis lors, l'UICN s'est impliqué dans ce sujet des solutions fondées sur la nature, surtout depuis 2012. En 2016, donc le Congrès mondial de la nature que nous avons organisé à Hawaï, enfin que l'UICN a organisé à Hawaï, est le forum dans lequel tous les États membres de l'UICN et différentes organisations et parties prenantes se sont réunis pour évaluer différentes solutions importantes pour la communauté et qui est comme je dis, dans ce congrès de Hawaï, les membres de l'UICN ont approuvé de façon officielle la définition de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire une action qui doit protéger et restaurer les écosystèmes et donc ou à les modifier compte tenu des défis et des problèmes que cela pose pour la société, par exemple en termes de sécurité alimentaire, de santé, etc. Et nous visions à ce que les solutions fondées sur la nature soient appliquées de manière efficace et adaptée au bien-être humain pour donc ils en tirent des avantages et, et aussi pour ce que cela apporte à la diversité biologique. Donc il y a une définition officielle qui a été approuvée dans le congrès d'Hawaï et qui représente le plus grand consensus possible dans la communauté de la conservation. Nous sommes conscients du fait que les écosystèmes sains et leur conversation peuvent avoir une contribution fondamentale non seulement comme puits de carbone pour le stocker et séquestrer le carbone, mais également dans l'adaptation et la réduction du risque de catastrophe. Les solutions fondées sur la nature sont fondées, d'après nous, sur les écosystèmes, alors qu'il y a aussi des solutions qui sont inspirées par la nature, qui peuvent être plus axées sur le biomimétisme ou où il y a des solutions dérivées sur la nature, comme par exemple l'énergie photovoltaïque ou éolienne. Mais pour ce qui est du changement climatique, l'UICN travaille avec différents partenaires et cette année, elle a approuvé d'autres principes, les principes de la nature, qui suppose de franchir une nouvelle étape par rapport à la définition des solutions fondées sur la nature dans le contexte climatique. Et donc, on envoie le message de que si les solutions fondées sur la nature puissent jouer un rôle important, il faut qu'elles soient mises en contexte. Donc, il faut d'abord réduire les émissions. Ensuite, il faut protéger les écosystèmes qui existent déjà. Et troisièmement, il faut être responsable sur le plan social et il faut également être responsable du point de vue écologique. Donc, il ne s'agit pas simplement de changer des écosystèmes naturels pour faire des monocultures, par exemple, et donc ce qui réduirait le nombre d'espèces. Cette année, nous avons également publié les normes pour les solutions fondées sur la nature qui établit un cadre que peuvent utiliser les différentes parties prenantes pour évaluer jusqu'à quel point les solutions fondées sur la nature qui sont appliquées, sont basées sur la nature ou sont d'autres d'ordre. Donc cette norme inclut une certaine série de normes et de critères qui permettent donc cette évaluation. Vont certainement après rentrer dans les détails. Merci beaucoup, Sandeep, et c'est très utile. J'ai beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, mais je vais les écarter pour le moment. René, vous travaillez à la FAO et la FAO se consacre à des questions qui sont liées à la nature et en particulier qui sont étroitement liées avec la sécurité alimentaire. Donc,
Ayant ceci à l'esprit, quel rôle peut, à votre avis, jouer les solutions fondées sur la nature pour l'élimination du CO2? Et comment percevez-vous le rôle que peuvent jouer les solutions fondées sur la nature depuis le point de vue de la FAO face aux perspectives que pourraient avoir d'autres types d'organisations comme celle du changement climatique ou l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres organisations qui travaillent dans différents domaines? Merci Janouch. Nous vivons dans un monde qui va avoir 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050 environ. Donc, si nous voulons alimenter ces 10 milliards de personnes tout en restant responsables à l'égard de l'environnement, nous allons devoir changer véritablement notre façon de produire et nos habitudes de consommation. Et on ne peut pas, par exemple, se permettre quelque chose comme le gaspillage alimentaire qui représente actuellement 25% donc de la production alimentaire, soit en raison des résidus après les récoltes ou du gaspillage qui a lieu dans les supermarchés ou dans les foyers. Et donc, on ne peut pas autoriser ce gaspillage. Ce n'est pas éthique. Et en plus, c'est inefficace. Nous pouvons réduire les émissions dans l'atmosphère de la moyenne actuelle de 6 tonnes par habitant à 1 tonne par habitant, des émissions qui supposent la plus grande capacité d'absorption de l'atmosphère. 1 tonne par habitant multiplié par 10 milliards de personnes, ce sont 10 gigatonnes qui est la capacité d'absorption maximale de l'atmosphère par an. Donc la réponse est que oui, on peut le faire. Je crois qu'on peut. Tout d'abord en réduisant les résidus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage d'énergie, d'eau ou de travail, et tout doit être utilisé de manière efficace. Et récemment, nous avons fait un travail intéressant. Nous avons essayé de voir la quantité de terre dégradée qu'il y avait sur la planète, et la FAO a calculé qu'il y a 2 milliards d'hectares de terre dégradée, et sur ces 2 milliards, 900 millions d'hectares donc pourraient être restaurés, avec des bois, des prairies, avec une gestion du sol, avec différentes options, sans entrer en concurrence avec des forêts naturelles, les villes ou les terres agricoles. Et donc, si nous le faisions, nous aurions l'option la moins chère, l'alternative la moins chère pendant les 10 ou 15 prochaines années. Ça coûterait donc entre 5 et 10 dollars par tonne. Donc avec 3000 dollars d'investissement, on pourrait gagner entre 10 ou 15 ans de temps. C'est-à-dire qu'on réduirait de façon importante la concentration de CO2 dans l'atmosphère et on gagnerait ce temps pour pouvoir travailler sur d'autres alternatives dans le secteur de l'énergie, du transport, etc. Merci beaucoup. Merci pour ce message d'espoir contenu dans votre dernière phrase. Nous pourrons certainement avoir plus de détails ensuite. Kate, lorsque vous vous êtes présentée, vous avez dit que vous travaillez sur des questions de biodiversité biologique également. Dites-nous un petit peu ce que suppose la diversité biologique pour l'élimination du CO2. Qu'est-ce qu'elle apporte, non? Merci Yanous. La diversité biologique, Biodiversity First, est une idée qui a été envisagée dans un article sur les politiques mondiales dans lequel nous avons identifié différents risques liés à l'élimination du CO2 de l'atmosphère et donc ont été étudiées différentes alternatives d'absorption du carbone qui sont présentes dans la littérature scientifique au-delà de la restauration des écosystèmes. Pourquoi ? Parce que nous devons comprendre quelles sont les conséquences que l'élimination du CO2 peut avoir sur la diversité biologique. Nous connaissons certainement tous le rapport d'évaluation du GIEC sur la diversité biologique et sur les écosystèmes. C'est qui a été publié l'année dernière et il y a certaines conclusions inquiétantes. Par exemple,
celles qui sont liées aux hypothèses d'atténuation pour 2 degrés ou 1,5 degré. Donc, différentes hypothèses incluses dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et tous les profils ont des conséquences sur la diversité biologique. Toutes ces hypothèses seraient nocives, y compris donc ce profil, le profil 1, c'est-à-dire l'hypothèse, la meilleure hypothèse possible qui aurait également des conséquences négatives sur la diversité biologique. Pourquoi? Car tout envisage d'avoir recours à l'EDC, à l'élimination du CO2, dans une certaine mesure, mais nous ne savons pas jusqu'à quel point, ce qui est une question importante. Il est clair que notre point de vue a changé beaucoup depuis lors, mais l'élimination du CO2 qui était incluse à ce moment-là était surtout le boisement et la bioénergie avec captage et stockage de carbone, la BECS. Donc, dans cet article dont je parlais, nous avons étudié toutes les alternatives d'absorption du carbone de l'atmosphère et nous avons calculé la perte de biodiversité qui serait liée à ces processus chimiques ou naturels. Et aussi à des activités de minières ou des activités dans l'océan. Et nous avons découvert que les seules mesures d'élimination du CO2 qui n'auraient pas de conséquences négatives sur la biodiversité est la restauration et la régénération de la nature. Donc c'est pour ça que nous misons sur ces fonctions basées sur la nature. Et cette idée de biodiversité avant tout, biodiversity first, se base sur le fait qu'on ne peut pas avoir recours à l'élimination du CO2 à grande échelle pour répondre à la crise climatique si ceci va provoquer une crise de la biodiversité, car une biodiversité appauvrie aurait à son tour des conséquences négatives sur le changement climatique et donc se créeraient des sortes de boucles négatives qui se rétroalimenteraient. Donc quand on étudie cette question depuis ce point de vue, nous avons vu qu'il fallait des approches fondées sur des écosystèmes pour la réduction du CO2. Et la quantité d'absorption de CO2 dont nous avons ou dont nous aurons besoin va dépendre de la quantité de réduction des émissions des combustibles fossiles et avec quelle rapidité nous réussissons à atteindre des émissions de niveau zéro. Donc la quantité d'absorption du CO2 qu'il faudra faire dépendra de niveau de réduction des émissions et il est certain que les options de réduction du CO2 de l'atmosphère fondées sur les écosystèmes ou sur la régénération de la nature sont limitées. Donc, le plus important est de miser pour une réduction drastique des émissions. Merci beaucoup, Kate. C'est quelque chose de très intéressant et quel que soit le type d'approche que nous puissions choisir, il est fondamental d'en avoir le moins possible besoin, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir recours le moins possible à l'élimination du CO2. Manuel, donc les trois experts invités viennent de nous dire que les objectifs de diversité biologique et d'élimination de CO2 vont parfois de pair, mais bien souvent entrent en conflit, en concurrence. Donc, d'après vos connaissances et votre expérience, comment peut-on créer un cadre de gouvernance qui garantisse que toute solution fondée sur la nature qui soit appliquée puisse contribuer de manière positive aux deux objectifs, en plus et également à d'autres objectifs, peut-être aussi? Je voudrais tout d'abord parler de ce format de discussion autour du feu de camp, de Campfire Chat, car je crois que cette conversation va être très très intéressante. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de points de convergence. Vous m'entendez bien car je crois que ma connexion n'est pas très bonne. Non, on ne vous entend pas parfaitement, mais ça va, ça va. Donc, comme nous avons vu, il y a donc des points de convergence très clairs entre les trois interventions qui ont été faites pour le moment. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que
Tout d'abord, vous avez dit que les solutions fondées sur la nature s'appellent solutions car c'est le terme le plus utilisé. Mais je crois qu'il faut utiliser justement ce terme de solution fondée sur la nature, pas pour ce motif, mais tout simplement parce que c'est ce que reconnaissent le gouvernement, c'est-à-dire que les processus politiques reconnaissent cette terminologie. Et vous savez que j'ai travaillé dans la Convention de la diversité biologique ainsi que dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies. Et donc c'est le terme qui est utilisé pour pouvoir suivre les mesures et les interventions qui sont fondées sur la nature. Donc je crois que c'est le concept adéquat étant donné que c'est celui qui rassemble les intérêts de la part des politiques. Quel est le rapport entre l'élimination du CO2 et les solutions fondées sur la nature? René et Sandeep ont soulevé un point très important, c'est-à-dire que la priorité absolue, c'est de réduire les émissions. Et d'après moi, cette priorité devrait être un principe comme a déjà fait l'UICN dans ses 4 principes que Sandeep a mentionnés, mais par ailleurs, la réduction du CO2 doit être une mesure exceptionnelle qui doit être simplement utilisée ou être utilisée par des secteurs dans lesquels il est difficile de réduire les émissions ou par les secteurs qui émettent plus de gaz contaminants, polluants. Donc il est fondamental de savoir quelles sont les conséquences que ces mesures ont sur la biodiversité, car la diversité biologique doit être notre premier intérêt. Et lorsque l'on parle de l'élimination du CO2, on n'aborde pas le lien fondamental entre la nature et le changement climatique, et sur laquelle il y a encore beaucoup de questions. Quelles sont vraiment les priorités fondamentales? Quand peut-on utiliser des mesures ou des interventions naturelles pour atténuer le changement climatique? Comment hiérarchiser les priorités d'atténuation, que signifient les émissions résiduelles. Et tous ces thèmes sont importants car même dans le cadre du transfert des quotas de carbone se posent des questions similaires. Donc il est vraiment très important de définir de clairs principes de gouvernance qui transcendent ce que la C2G a identifié dans son document publié en 2019, le résumé des preuves, si je ne m'abuse, donc un document d'information dans lequel étaient rassemblés des principes en fonction des agents impliqués, de la perception des risques, des codes déontologiques, etc. Je suis d'accord avec ces principes, mais je pense qu'ils ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait d'autres principes pour pouvoir créer une structure de gouvernance adéquate qui aborde le lien entre l'élimination du CO2 et les solutions fondées sur la nature. Tout ceci, en plus, doit être lié à une chose qu'il faut résoudre, c'est-à-dire de disposer de déclarations fiable, car comme disait René, nous n'avons pas de marge pour continuer notre empreinte carbone, et comme nous voyons ce qui arrive dans des pays ou avec des entreprises qui prétendent être arrivées à la neutralité carbone ou d'avoir des émissions zéro. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire, toutes ces déclarations? Car si nous ne sommes pas capables de les prendre comme des déclarations fiables, alors finalement, il va être plus difficile de définir le lien qui existe entre le climat et la nature, entre les solutions fondées sur la nature et l'absorption de CO2. Donc il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais dire, mais je crois que je le ferai ensuite pour les mettre sur la table. Merci beaucoup Manuel, vous avez soulevé beaucoup de points intéressants, et en particulier à la dimension politique, mais ce que vous avez dit en dernier, justement, me permet de faire le lien avec la question que je souhaitais poser à Chung Kwan.
Donc, d'après vous, ces solutions fondées sur la nature posent-elles des défis pour le suivi, la comptabilisation, la présentation de rapports et la vérification de l'absorption du CO2? Comme disait Emmanuel, il y a un grand nombre d'entreprises, de gouvernements et d'organisations de la société civile qui affirment atteindre un certain objectif en termes d'émissions. Quel système avons-nous besoin pour vérifier que tout ceci est sûr et certain? Merci beaucoup. Le Forum économique mondial travaille avec des gouvernements, avec le secteur privé et avec des ONG et avec différentes communautés. Et il est vrai qu'il est difficile, bien que nous nous y employions vraiment, donc pour créer une méthodologie de suivi. Donc, c'est difficile d'inclure également la comptabilisation de questions d'absorption du carbone et des émissions et autres. Nous travaillons avec différents secteurs d'activité afin de voir où il y a de bons exemples et afin de trouver quelles sont les aptitudes adéquates pour créer un système de suivi et de comptabilisation qui fonctionne bien. Le changement climatique s'accompagne de nombreux défis. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut privilégier la biodiversité comme il a été dit, mais les gens fonctionnent normalement avec des normes différentes. Le monde fonctionne de façon fragmentée, soit sur le changement climatique ou sur la biodiversité. Et il y a des questions, par exemple, sur la production des aliments, des ressources hydriques qu'il faut prendre en compte pour obtenir un cadre adéquat qui englobe également les instruments nécessaires pour faire un suivi complet. Et il faut également garder à l'esprit les contreparties qu'il existe entre différents écosystèmes et la sécurité alimentaire, la disponibilité d'eau potable et le captage de CO2. Par exemple, nous avons le captage direct de l'air, la purification de l'eau et autres. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons un système qui puisse véritablement suivre différentes alternatives, suivre et contrôler, qui est un système donc de comptabilisation, un système de présentation des rapports pour que l'on puisse vérifier jusqu'à quel point on avance. Les services de l'écosystème sont locaux et la production, par exemple, d'aliments ou de bois nous donne l'opportunité de voir que tout ceci est un bien commun et public et dont tous peuvent tirer des avantages et pas simplement une communauté locale. Donc, il faut voir quels sont les différents services disponibles et comment concilier tous ces différents intérêts. Pour ce qui est de la comptabilisation, il faut envisager également tenir en compte la durabilité de ces options sur les émissions et de voir comment on peut atténuer le changement climatique. Et il faut également prendre en compte ce qui a trait à la biodiversité et au changement climatique. Merci beaucoup, Chung-Kwan. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite rebondir sur ce qu'a dit ou qu'ont dit leurs collègues? Autrement, vais continuer à vous poser des questions que j'ai préparées. Y a-t-il quelqu'un qui veuille intervenir? Euh, levez simplement la main. Alors, Kate, ensuite René. Je voulais juste faire un bref commentaire et rebondir sur une chose qu'a dite Manuel. Et je crois que ça va être présent dans notre discussion d'aujourd'hui, dans notre débat. Donc, on utilise des termes différents. La C2G a intitulé cette activité d'aujourd'hui les approches fondées sur la nature. Le terme de solution fondée sur la nature est celui qui est le plus largement utilisé actuellement. Et je trouve très intéressant de voir ce qu'a expliqué Sandeep sur la définition et les principes qui sont associés à ce terme, mais de toute façon, c'est un processus qui est en cours.
Mais dans aucun traité politique international, que ce soit la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou les décisions de la COP, par exemple à Madrid, donc dans ces traités, on ne voit pas ce terme des solutions fondées sur la nature. On voit des approches naturelles, on parle de restauration, c'est-à-dire que on est conscient de l'importance de la restauration de la nature pour atténuer le changement climatique, et ça a été mis en évidence, en exergue à Madrid, mais on n'utilise pas ce terme de solution fondée sur la nature. Et je crois, moi, que c'est un concept absolument idéal et je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets. Et j'ai aimé la définition qu'en a donnée l'UICN. Mais disons que ce terme est de plus en plus accaparé. Par exemple, Shell, la société Shell, quand elle prétend appliquer des solutions fondées sur la nature, d'une certaine façon, on déforme ce terme. Il est vrai que cette terminologie, finalement, sont envisagées dans des décisions politiques, mais moi, c'est un petit peu égal de savoir qu'on utilise tel ou tel terme. Je suis flexible. Dès l'instant que nous sommes d'accord sur les fondamentales, à savoir sur ce que nous voulons véritablement obtenir. C'est-à-dire que le débat sur la terminologie n'est pas vraiment important, et il est moins important que de parler des objectifs à long terme et de ce que l'on veut véritablement et va faire, quelle que soit la façon dont on dénomme ces initiatives, donc fondées sur la nature. Ce qui est important, c'est de continuer à avancer. Je crois que finalement, la technologie importe assez peu. Ce qui est fondamental, c'est de bien savoir ce à quoi font référence ces termes, car ils peuvent être utilisés, ou des termes différents peuvent être utilisés dans différents processus ou par différents processus. Mais si nous savons très bien chaque fois à quoi nous faisons référence avec chacun de ces termes, donc les choses sont plus faciles. René? Oui, je voulais faire deux commentaires qui s'inscrivent dans ce qui vient d'être dit. Je me souviens d'un ancien dirigeant chinois qui disait « Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, s'il rattrape la souris, c'est un bon chat ». Eh bien, je crois que ceci s'applique à ce dont nous parlons, c'est-à-dire que dans tout secteur ou dans toute profession, il y a un certain jargon. On parle par exemple d'atténuation, alors que des gens du secteur de l'urgence voient autre chose derrière ce concept, ou utilisent un autre concept, ou par exemple utilisent l'atténuation pour parler d'éléments de construction. Donc, il est vrai que nous devons avoir une bonne compréhension mutuelle, mais nous avons surtout besoin de mesures et d'actions quantifiables qui puissent être suivies et surveillées, donc contrôlées. Et nous devrions faire peut-être un glossaire de termes pour que les gens sachent à quoi nous faisons référence en fonction du secteur donné. Je voulais aussi insister sur une chose qui a été dite avant. Les solutions fondées sur la nature vont nous donner 10 ou 15 ans de temps qu'on va pouvoir gagner en quelque sorte de marge de manœuvre. Comment pouvons-nous gagner ce temps? Actuellement, nous n'avons pas cette option et ces alternatives, c'est-à-dire que nous avançons vers le précipice. Nous nous dirigeons vers un monde où il va y avoir un dépassement non pas de 1,5 et de 2 degrés, mais nous allons avoir un réchauffement peut-être de 3-4 degrés. Et donc, ça, ce n'est vraiment pas possible et ce n'est absolument pas gérable. Et ceci nous obligera à souffrir d'effets qui seront 10 ou 100 fois plus graves que ceux que nous sommes en train de vivre avec la pandémie, je veux dire les conférences sociales ou économiques. Donc, le temps presse et donc il faut vraiment très très vite pouvoir disposer de ces 10 ou 15 ans de marge de manœuvre et de temps pour pouvoir adapter les négociations, la technologie, l'économie
et pour que nous déployions également tous les efforts nécessaires pour avoir une atténuation rigoureuse qui soit meilleure, qui puisse faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle. Avant, je mentionnais la somme de 300 milliards de dollars et c'est pas un montant énorme. Ça n'a fait sursauter apparemment personne. Donc, avec un investissement relativement faible, on peut avoir une certaine marge de manœuvre pour pouvoir inciter et encourager d'autres secteurs et d'autres investisseurs à prendre des mesures. Merci beaucoup, René. Je voudrais revenir à une chose que vous avez dit pour avoir l'opinion des autres experts. Mais donc, deux questions pratiques. J'aimerais rappeler à nos participants qu'ils continuent à envoyer leurs questions. Nous allons bientôt passer aux questions-réponses et nous avons déjà deux questions, mais j'aimerais bien en avoir plus. Manuel, est-ce que vous nous entendez? Parce que vous êtes gelé sur l'écran. J'espère qu'au moins on puisse vous entendre. Ah bah, je n'aurais pas dû demander parce que maintenant il a complètement disparu. Bon. Manuel, est-ce que vous nous entendez? Je vais demander à mes collègues qui sont derrière l'écran d'essayer d'entrer en contact avec Manuel pour voir s'il peut à nouveau se joindre à nous. Bon. Donc, je voulais revenir à ce qu'a dit René deux fois. Donc, cette marge de manœuvre de 15 ou 10 ou 15 ans que nous avons comme période de transition, si, oui, oui, Manuel demande si nous l'écoutons, oui, et ce sera encore mieux de pouvoir vous voir, mais bon, au moins on vous entend. Donc René a mentionné deux fois que l'on peut disposer de cette marge de manœuvre de 10-15 ans et c'est vrai que nous sommes face à une situation de crise urgente, bien entendu. Qu'en est-il avec la question de la permanence liée aux solutions fondées sur la nature? Est-ce ce qui vous a permis de calculer la marge de manœuvre de 10 ou 15 ans? Non, c'est calculé surtout parce que c'est le temps dont nous avons besoin pour restaurer ces 900 millions d'hectares de terre qui nous avons identifiés dans le monde et qui peuvent être restaurés sans entrer en concurrence avec les forêts naturelles, les villes ou les terres agricoles. Et c'est le temps pendant lequel nous pouvons faire cette restauration. En outre, c'est le temps dont nous pouvons avoir besoin pour que d'autres secteurs comme celui de l'énergie ou des transports atteignent leur pleine maturité et soient totalement disponibles sur le marché, commercialisés donc, et que pour le secteur financier, fasse en sorte que ces possibilités soient disponibles. C'est-à-dire que pendant que nous étudions d'autres alternatives, nous avons déjà celle-ci à portée de la main. Et qui plus est, c'est un bon exemple de succès, ce qui est toujours important pour les gens et pour les contribuables et pour les décideurs politiques. Car ils pourront ainsi démontrer que dans un délai d'un mandat gouvernemental qui oscille entre 4 et 5 ans en général, ils peuvent faire preuve d'avancée et de progrès et faire également preuve de réussite dans une certaine mesure. Et je crois qu'également c'est important car nous savons tous que les délais dont on parle dans le changement climatique sont de 100, 150 ans, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop grand pour que les décideurs politiques et nous autres aussi puissent comprendre bien ce que nous avons en jeu. La pandémie nous a permis de nous rendre compte que les gens considèrent qu'un confinement d'un mois est déjà beaucoup trop long. Donc, pensez donc. Manuel, vous vouliez dire quelque chose? Oui, merci beaucoup et pardon pour cette connexion. Malheureusement, c'est une chose qui arrive de plus en plus étant donné la quantité de ces événements et activités virtuelles. Je voulais éclaircir donc un point. Je voulais dire que quand je me réfère aux solutions basées sur la nature comme un concept politique, c'est une intuition. Étant donné que
elles ne sont pas encore reconnues comme un concept. Dans la COP 25, le titre a été reconnu comme un comité permanent de lutte contre le changement climatique. Et si c'est quelque chose qui est prioritaire dans la COP, pour la COP 26, pour voir comment nous pouvons intégrer ceci dans le processus politique. Donc, bien que le terme en tant que tel ne soit pas reconnu, on reconnaît le concept d'utiliser des solutions basées et des mesures basées sur la nature pour lutter contre le changement climatique, qu'on les appelle solutions basées sur la nature, fondées sur la nature ou d'une autre façon. C'est ce que je voulais dire. Et deuxièmement, bien que je sois du WWF, ce que je vais dire aura peut-être plutôt l'air de venir de l'UICN. Donc les solutions fondées sur la nature sont de plus en plus claires et il est certain que nous n'avons pas simplement la définition de l'UICN, mais il y a aussi toute une série de normes très claires qui s'appliquent aux solutions fondées sur la nature et il y a 3 éléments, les mesures durables fondées sur la nature et qui sont présentes dans les critères et les normes. Deuxièmement, et plus important, qu'elles abordent les défis sociaux. Ça, c'est absolument fondamental dans les définitions, car lorsque l'on pense aux défis sociaux qui se présentent, il faut avoir la bonne documentation et la documentation suffisante et avoir des moyens pour pouvoir suivre les avances réalisées du point de vue social. Et troisièmement, il y a le concept des co-avantages. Donc, si on associe les normes avec la définition, il est évident que c'est un processus qui est déjà très clair et qu'il est fondamental de garder à l'esprit que ce n'est pas toute mesure qui se sert de la nature n'est pas une mesure fondée sur la nature. Et je voulais ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec Kate en ce sens qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent de façon déformée ce concept de solution fondée sur la nature. Et par exemple, une compagnie pétrolière pourrait utiliser de ce terme pour engranger plus de crédibilité et cela peut diminuer la crédibilité de la terminologie. Mais il faut donc que nous misions sur le concept et pour la terminologie. Donc je suis d'accord avec ce que fait l'UICN qui a créé une définition et une série de normes et de valeurs pour que ancré comme notre façon d'utiliser ce concept. Et donc, je n'ai aucun doute quant au fait que cela peut inciter et donner un élan politique dont nous avons besoin pour avancer. Et quand nous pensons aux valeurs que j'ai mentionnées et aux mesures durables fondées sur la nature, et que l'on pense à aborder des réseaux sociaux, nous voyons que ça s'inscrit totalement dans ce que la C2G considère pour la gouvernance, c'est-à-dire que les solutions fondées sur la nature pour l'absorption du CO2 doivent être basées sur ces 2 valeurs afin de pouvoir créer un système de gouvernance adéquate qui partage également ces valeurs. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Sandeep et à Chongquan. Nous parlons de ces idées, mais depuis un point de vue théorique. À quoi faisons-nous référence véritablement? C'est-à-dire quels exemples concrets avons-nous sur ces solutions fondées sur la nature qui puissent être importantes pour l'absorption du CO2 tout en pouvant remplir les critères qui ont été mentionnés par Manuel et que l'UICN a fondé. Donc, y a-t-il quelque chose qui a déjà été fait? Y a-t-il des études qui donnent une liste d'alternatives disponibles et qui est donc pu vérifier qu'ils remplissent donc les critères mentionnés? Nous allons donner la parole d'abord à Chongquan, puis à Sandeep pour qu'ils nous disent quelles sont les meilleures options tangibles qui remplissent ces critères. Chongquan. Nous avons par exemple les changements dans l'agencement du territoire qui a été fait en Chine dans les 20 dernières années et qui ont été dans le sens de
convertir par exemple des terres arables en forêts et de restaurer des forêts. Donc c'est un exemple de boisement et de restauration qui est basé sur le changement de l'affectation des terres, c'est-à-dire restaurer des bois et planter des arbres est une mesure concrète qui contribue à capturer du carbone dans l'atmosphère et qui en plus enrichit la biodiversité et les systèmes et les écosystèmes. Le boisement donc est un exemple très éloquent. Et un exemple sur lequel mise le Forum économique mondial qui a lancé une initiative qui vise à planter et à restaurer et à protéger les écosystèmes et à planter des arbres dans les 10 ans à venir, 1000 milliards d'arbres. Et je crois que c'est une initiative fort intéressante. Et il y a différentes entreprises et secteurs qui sont engagés dans cette initiative ou des initiatives similaires. En Chine, il y a des entreprises ou une entreprise financière qui ont développé un programme pour investir, pour impliquer le public en général, le grand public. Par exemple, si on voyage en bicyclette, si on voyage en train, on obtient des points. Et quand on a le nombre suffisant de points, on peut donner ces points pour que des arbres soient plantés. Et cette entreprise financière donne alors le soutien nécessaire, financier nécessaire pour planter ces arbres. Dans les 4 dernières années, nous avons donc 4 ou 5 millions de personnes ont été impliquées et donc ont été plantées 400 millions d'arbres. Donc je crois que c'est un autre exemple intéressant. Sandeep. Je voulais revenir brièvement sur des points que Kate et Manuel ont soulevés et après je vais donner des exemples complets. Donc à l'UINC, nous utilisons le concept des solutions fondées sur la nature comme un terme large, un concept sous l'égide duquel on inclut différentes approches qui sont liées à la préservation, à la restauration de la nature, à la gestion durable des écosystèmes, etc. C'est-à-dire des choses qui se font depuis des dizaines ou des centaines d'années. Mais comme le disait Emmanuel, ce concept de solution fondée sur la nature est important pour pouvoir avoir un appui politique et pour pouvoir également comptabiliser tout ce qui peut être apporté pour relever les défis sociaux. Il est clair que dans les forums politiques internationaux, les documents n'utilisent pas ce terme. La COP 25, dans sa résolution, par exemple, n'utilise pas le terme, mais parle de la nature et de la contribution qu'elle peut apporter pour lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire que la valeur de ces solutions est reconnue et le comité permanent sur les finances de la Convention cadre des Nations Unies le reconnaît aussi, comme le disait Manuel, reconnaît le terme de solution fondée sur la nature. Les membres de l'UICN en 2016 ont approuvé la valeur des solutions fondées sur la nature, mais qui sont les membres de l'UICN? Manuel les connaît depuis des années. Donc, qui sont les membres? Le Costa Rica, la Chine, l'Inde, le Chili, c'est-à-dire tous ces pays sont membres et donc par exemple, dans la contribution déterminée au niveau national en vertu de l'accord de Paris, il y a une définition de solution basée sur la nature. Donc, la contribution du Chili. Et c'est comme disait René, qu'importe que le chat soit blanc ou noir pourvu qu'il continue à attraper des souris, c'est un petit peu la même idée que celle qui s'applique à l'utilisation de la technologie. Mais le danger est que si nous sommes en concurrence en utilisant différents types de vocabulaire, nous pouvons dévier l'attention de ce qui est véritablement important, à savoir de ce qui se fait véritablement sur le terrain.
Par ailleurs, ce concept est en pleine évolution, donc à l'UICN, nous avons tenté de le mettre dans une sorte de cadre et de donner les voies principales par lesquelles ce concept évolue. Quoi qu'il en soit, l'élimination du CO2 de l'atmosphère ne peut pas remplacer la réduction des émissions de combustibles fossiles, c'est-à-dire que ça ne peut pas servir d'alternative, c'est une solution complémentaire. Exemple de solution fondée sur la nature, tenant compte de ce qu'a dit Rodé. Actuellement, le secteur agricole et de la sylviculture, de la foresterie, donc, contribue autour de 25% des émissions au niveau planétaire. La moitié de ceci étant donc occupée par le changement de l'affectation des terres et la foresterie. Donc, il faut tout d'abord conserver nos écosystèmes et nos zones humides, etc. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert la tourbière tropicale la plus grande dans le bassin du Congo, et c'est une région plus grande que l'Angleterre. Et donc cet écosystème de tourbière stockait plus de 20 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que si cela se perdait, puis ce serait une partie très importante des émissions annuelles qui seraient libérées dans l'atmosphère dans toute la planète. Pour ce qui est des 900 millions d'hectares de terres dégradées que mentionnait René, l'UICN, avec d'autres partenaires, dont la FAO, prône la restauration de 300 millions d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Nous avons une initiative qui est spécifique pour ceci et nous avons déjà des engagements à l'égard de la restauration de 200 millions d'hectares. C'est fondamental que le terme ne soit pas accaparé par certains secteurs qui pourraient donc déformer son utilisation, et il est également fondamental de bien suivre ce qui est fait, surtout lorsque cela fait au nom de ces solutions fondées sur la nature, pour faire en sorte qu'elles soient utilisées avec le concept que nous partageons tous. Merci beaucoup. Je voulais rappeler à nos spectateurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions. Nous allons donc y passer dans un instant. Mais juste avant, je voulais mettre sur la table un autre sujet. Il y a actuellement des processus internationaux comme le congrès de l'UICN, la convention de la diversité biologique, la conférence des parties, et bientôt la COP 26 l'année prochaine, donc dans le cadre de la convention cadre des Nations Unies. Il y a également des agents non gouvernementaux de la société civile qui ont leur propre processus, comme le Forum économique mondial ou des organisations comme WWF. Donc la question est, que doivent faire actuellement ces processus, donc à l'heure actuelle, pour faire ressortir la relation qui existe entre les solutions fondées sur la nature et l'absorption de CO2 pour faire face à la crise climatique et également pour faire face à la crise de biodiversité. Donc, que peut-il être fait dans ces forums? Je vais donner la parole à René qui a beaucoup d'expérience dans le domaine intergouvernemental et qui peut nous dire quelle est la perspective de la FAO ou peut-être une perspective plus personnelle qu'il a acquise tout au long de sa grande expérience. Donc, que peut-on faire en la matière? À la FAO, aux Nations Unies et dans d'autres organisations, nous avons posé les bases qui permettent une compréhension partagée en apportant des chiffres, en décrivant les conséquences, soient-elles positives ou négatives. Nous avons aidé à comprendre l'ampleur, les conséquences économiques, les délais. C'est-à-dire que ceci, nous le savons déjà. Maintenant, il s'agit de joindre le geste à la parole, c'est-à-dire de faire quelque chose. Et ça, malheureusement, ça n'arrive pas. Nous avons parlé, et maintenant, il faut agir. Et pour moi, ça, c'est un point fondamental. Quand je parlais de ce délai de 10 ou 15 ans,
je veux dire qu'il doit nous servir à faire ce que, justement, à joindre le geste à la parole. Nous savons déjà ce qu'il faut faire au niveau national, régional, aussi bien dans le secteur public que privé. On sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que qui va commencer? Qui va prendre les initiatives? Il nous faut un environnement propice, un cadre juridique, ou peut-être que le secteur privé peut faire preuve d'innovation. Il y a un grand nombre d'organisations qui ont pris les choses à la légère finalement et qui ont en quelque sorte un peu joué avec le fameux dilemme ou paradoxe de la poule et de l'œuf, savoir qui a été le premier, non? L'œuf ou la poule. Mais je crois que nous n'avons plus de temps maintenant pour ce genre de distraction, non? Et nous avons l'accord de Paris et maintenant il faut le mettre sur pied et un point c'est tout. De quoi avons-nous besoin pour ceci? D'investissement, d'argent, du secteur public et du secteur privé. Avons-nous cet argent, ce financement? Non. Nous savons qu'il faudrait au moins 1% du PIB mondial par an pour pouvoir mettre en œuvre cet accord de Paris. Est-ce que on investit 1% du PIB? Non, pas du tout. On est même loin de cela, très loin de cela. Nous avons également dit que les institutions allaient apporter 100 milliards par an pour pouvoir financer cette initiative. Est-ce que ça se fait? Non. Donc, nous ne manquons pas d'instruments, nous ne manquons pas de compréhension sur cette question. Le problème, eh bien, c'est de retrousser les manches et de commencer véritablement à faire les choses. Les pays et les contributions déterminées au niveau national impliquent l'application de projets au niveau national, mais ça ne se fait pas à une échelle suffisante et il faudrait que nous multiplions ceci par 100. Et ça, c'est la principale difficulté que je vois. Kate, avez-vous un commentaire à faire sur ma question, particulièrement liée aux organisations de la société civile, aux groupes de réflexion? Quel type de processus, donc, sont en cours? Ce qui est important pour l'année prochaine en termes de politique internationale, c'est le cadre de la Convention sur la diversité biologique 2030. Nous avons l'accord de Paris, il faut l'appliquer, il faut le mettre en œuvre. Nous avons également des contributions déterminées au niveau national qui doivent être mises à jour et qui doivent être également plus ambitieuses. Ça, c'est fondamental. Mais j'aimerais que l'année prochaine, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, il y ait une officiation déclarée et rigoureuse pour les objectifs à l'horizon 2030. Donc, ce qui m'inquiète, et ce qui nous ramène d'ailleurs à la Convention cadre des Nations Unies, et ça préoccupe également bon nombre d'organisations de la société civile, et on en parle beaucoup, c'est que donc ces objectifs de conservation et par exemple donc ces objectifs de conservation n'incluent pas spécialement les personnes. Et par exemple, c'est un problème. Si cela va contre les intérêts des chasseurs traditionnels, c'est-à-dire qu'il faut impliquer et engager ces personnes dans les initiatives de conservation et de préservation de la nature. Donc, il est important d'appliquer une approche basée sur les écosystèmes, comme ce qu'il se fait dans le cadre de la Convention de la diversité biologique. Et il y a beaucoup d'études scientifiques. Au Ghana, par exemple, il y a eu une étude publiée très intéressante. 40% des endroits naturels de la planète chevauchent avec des terres indigènes. Et donc, il y a des questions d'administration des terres et de propriété collective de ces terres qu'il faut aborder et qui ont trait à la conservation. Et donc, il faut qu'on ait plus d'études sur ceci. Et vraiment, c'est une chose qu'il faut scruter de très près. Par ailleurs, dans la littérature scientifique, il y a des études sur
besoin de séquestrer 299 gigatonnes de CO2 en restaurant par exemple des terres dégradées, comme le disait René. Mais ces études mettent de côté les personnes qui vivent près de ces terres. Elles les écartent. Et donc, comment veillons-nous à ce que leurs droits soient préservés? Car il y a beaucoup d'opposition à ce genre de programme. Et on dirait qu'on travaille d'une façon cloisonnée, alors qu'il faudrait rassembler les différents points de vue et avoir une approche plus complète et exhaustive qui intègre les initiatives climatiques pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, ainsi que les contributions à déterminer au niveau national, qui, comme je le disais, doivent être plus ambitieuses. Et il faudrait aussi que cela intègre les principes de diversité biologique en reconnaissant les droits des personnes qui vivent sur ces terres. Merci Kate. Ben justement, lundi, nous avons eu une discussion sur l'élimination du CO2 dans l'Arctique et une de nos participantes soulignait qu'il était très bien de se soucier des ours polaires et de la disparition de la glace, mais qu'il y a aussi des gens qui vivent là-bas. Ah ben il y a des gens qui vivent dans le monde entier, hein, partout. Et oui, mais c'est fondamental. Merci de le rappeler. Chung Kwan. Pourriez-vous ajouter donc ou nous dire ce que fait le Forum économique mondial? C'est un processus absolument gigantesque. Donc, que pourrait obtenir ce processus? L'année prochaine va être une année très importante pour le climat et la nature. Et nous nous préparons au Congrès mondial sur la nature et nous œuvrons à ce que pour obtenir un consensus dans le Forum économique mondial et pour travailler avec l'UICN et organiser un sommet de PDG, de conseillers délégués, qui me paraît une activité très importante au sein du Congrès mondial donc de la nature. La prochaine COP de la Convention sur la diversité biologique aussi, c'est une chose que nous allons organiser. Et nous avons besoin de faciliter la négociation de buts qui sont vraiment très stricts et rigoureux. Je crois que c'est fondamental. Mais il n'y a pas que ça, il faut également des objectifs ambitieux, ça c'est une chose, mais il faut savoir comment on va les atteindre et qui va se charger de faire le nécessaire pour atteindre ces objectifs. Jusqu'à présent, nous avons vu que les objectifs ont été appliqués avec une approche descendante et il n'y a pas une implication ascendante qui engage la société civile, le secteur privé et même des personnes particulières. C'est-à-dire qui est une participation très large. Et nous avons également appris que le système de suivi et de comptabilisation et de présentation des rapports pour les émissions de carbone ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir vérifier les objectifs et donc il y a très peu d'avancées. Bon, pour les objectifs de protection et des zones protégées, là il y a quelques progrès, oui, mais nous ne voyons pas de grands progrès dans d'autres domaines. Pour la COP 26 de l'année prochaine, du mois de novembre, nous œuvrons à créer des synergies entre le climat et la biodiversité, ce qui est un grand défi. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons une très grande fragmentation lorsque nous abordons ces questions. C'est très cloisonné. Je suis d'accord avec ce que disait Kate, c'est-à-dire qu'il y a déjà des études qui montrent que nous avons besoin d'une approche holistique où puissent converger toutes les approches de ce travail sur le climat climatique, sur la biodiversité, surtout pour la vérification et la comptabilisation et la présentation de rapports. Nous travaillons aussi pour intégrer de plus en plus de secteurs d'activité et pour que ceux-ci s'engagent à établir des objectifs et à les atteindre, donc des objectifs qui sont liés à la crise climatique, aux émissions, à l'élimination de CO2 et également en termes de conservation. Le système de comptabilisation, nous avons besoin d'objectifs
avec un délai donc dans le temps qui soit très clair et qui prenne en compte des limites comme les limites imposées par la nature pour que nous sachions de manière fiable là où nous en sommes à chaque instant, à chaque moment dans le monde entier. Et ce qui nous aidera donc à savoir comment mieux atteindre cet objectif de limiter le réchauffement global à 1,5 degré et comment infléchir la courbe des émissions dont nous avons besoin d'un bon système de suivi et de comptabilisation. Manuel, le point de vue de WWF, qui est également un processus intéressant. Que peut faire WWF à votre avis? Alors, on peut faire beaucoup de choses, mais je voudrais tout d'abord revenir sur le titre même de notre discussion aujourd'hui, de notre Campfire Chat, car je crois que nous écartons du thème de la gouvernance des approches d'élimination du CO2 à grande échelle fondées sur la nature. Et j'aimerais également parler de la COP 26 et de la COP 25. Et j'en profite pour répondre à une chose qui a été abordée dans la session des questions-réponses. Les solutions fondées sur la nature devront peut-être pas être la panacée. Et il faut du temps pour savoir quelle est la tendance politique. On dirait qu'elle suscite beaucoup d'intérêt, mais ce n'est pas encore confirmé. Il est clair que dans la plus grande partie des documents qui sont proposés pour la prochaine COP de la diversité biologique, reconnaissent qu'il y ait des synergies, par exemple. C'est le cas pour la COP 26. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'attends, moi, de ce système de gouvernance? Comme disait Sandeep, nous devons bien définir ce que sont ces émissions zéro, ces zéro émissions nettes. Que signifie arriver à la neutralité carbone? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des émissions zéro? On sait ce que cela veut dire, mais il faudrait savoir ce qu'il y a derrière ce concept, ce qui se profile derrière. Donc, il est fondamental d'élaborer des documents dans lesquels on décrive ce que suppose d'arriver à cet objectif des émissions zéro. Pour ce qui est de l'élimination du CO2, c'est lié à ce que veut dire réduire du CO2 et ce que veut dire atténuer. Et c'est également fondamental, et c'est les prochaines réunions de la Convention cadre des Nations Unies et de la diversité biologique doivent se centrer sur ce point. Et il faut également que nous créions un concept de mesures positives qui apportent des bienfaits à la nature, de même que nous avons un concept pour avoir des émissions nettes zéro, eh bien nous devons créer ce concept pour la nature. Et cela se fait dans différents forums, c'est-à-dire savoir définir des priorités, de hiérarchiser les priorités d'atténuation. Le Forum économique mondial a publié le mois dernier un document dans lequel sont établies des mesures que peuvent prendre les entreprises pour avoir des bienfaits sur la nature. Qui plus est, nous avons besoin de travailler sur des mesures dont l'utilité a déjà été démontrée, prouvée. L'UICN, comme disait Sandeep, a adopté 4 principes: réduire les émissions, préserver les forêts existantes et être responsable du point de vue social et du point de vue écologique. Donc chaque fois que l'on parle d'élimination du CO2 et de solutions fondées sur la nature, on n'implique pas la technologie, on parle de mesures qui sont liées à la gestion des forêts, à le captage du carbone dans le sol, à la restauration des forêts, et même le boisement pourrait être difficile car il pourrait avoir des conséquences sociales et sur les espèces, etc. Donc il faut vraiment que nous évaluions bien chacune de ces mesures. Et donc ça me conduit à dire que nous avons besoin de dispositifs de protection, ce qui est fondamental pour pouvoir lier l'élimination du CO2 et les solutions fondées sur la nature. Et il faut également que nous parlions de la responsabilité juridique. Pour moi, ce sont des éléments qu'il faut aborder immédiatement pour pouvoir garantir que la COP sur la diversité biologique de la convention donc avance réellement, mais
pour le moment, ces questions ne sont pas abordées et il y a encore beaucoup de politiques qui entourent les émissions résiduelles et la hiérarchisation des priorités pour l'atténuation. Donc nous travaillons ceci et cela va nous occuper dans les mois à venir. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais demander à Kate de nous en dire plus sur cette question de bienfaits, d'action positive pour la nature que Manuel vient d'évoquer. Mais j'aimerais tout d'abord vite demander à Sandeep s'il peut nous en dire un peu plus sur le congrès de l'UICN. Quelles conclusions souhaite-t-il avoir sur le thème qui nous occupe? Et nous avons également une question du public à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Donc d'abord Sandeep et ensuite Kate. Merci Dianos. Le congrès de l'UICN a été reporté et on ne sait pas encore quand il va avoir lieu en 2021. Il faudra voir pour ceci ce que la Covid va nous réserver dans les mois à venir. Quoi qu'il en soit, c'est le forum dans lequel on veut approuver ce cadre de biodiversité après donc 2020 et également renforcer la présence de la nature comme un élément dans la COP 26. Donc nous voulons œuvrer là-dessus. Pour ce qui est des attentes, il me semble important de rappeler le rapport des émissions publié par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui dit qu'actuellement les contributions déterminées au niveau national ne sont pas suffisantes et qu'il faut qu'elles soient 5 fois plus ambitieuses si l'on veut atteindre notre objectif en termes de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés et même être plus ambitieux pour atteindre l'objectif de réchauffement à seulement 1,5. C'est-à-dire qu'il faut prôner pour l'intégration plus rigoureuse des solutions fondées sur la nature. Les contributions déterminées au niveau national est un point que nous avons déjà défendu dans la conférence du climat de l'année dernière. 2 tiers des signataires de l'accord de Paris ont reconnu que les solutions fondées sur la nature étaient nécessaires, mais on peut établir des limites et des objectifs plus stricts. Par exemple, que 50% des contributions déterminées au niveau national devraient reconnaître le rôle que jouent les forêts et également de l'atténuation et de la réduction. Donc on peut établir les contributions déterminées au niveau national peuvent avoir des obligations pour pouvoir appliquer ceci. Et enfin, il est certain que cette conversation parle sur la gouvernance d'élimination du CO2 à grande échelle basée sur la nature et donc il faut pouvoir compter sur les communautés locales et sur les peuples indigènes quand on parle de solutions fondées sur la nature et de leur gouvernance. Actuellement, les communautés locales et les peuples indigènes sont ceux qui gèrent un quart des forêts tropicales du monde. Donc, il est certain que la société dans son ensemble doit jouer un rôle, les gouvernants également, et ce sont surtout ces communautés qui vont marquer la différence. Merci. Kate, voulez-vous ajouter quelque chose? Pour ce qui est de cette idée d'être positif pour la nature, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc merci Manuel d'en avoir parlé, mais je pense toutefois que c'est un autre terme qui pourrait peut-être embrouiller encore plus les choses. Donc je crois qu'il est fondamental de savoir que nous devons atténuer les émissions pour atteindre un niveau d'émissions net zéro, mais pour ceci, nous avons besoin d'objectifs différents pour, d'un côté, la réduction des émissions de combustibles fossiles et d'autre part, pour l'élimination du CO2. Donc, c'est un concept qui va dans ce sens, c'est bien, il va être utile, mais je crains que ça n'ajoute rien et que ça puisse embrouiller encore plus les choses. Kate, je voulais éclaircir un point. Dans les lignes directrices de la SVTN qui a été publiée il y a 2-3 semaines, donc dans ce document,
et donc qui consiste à essayer de définir des objectifs pour les entreprises en termes d'objectifs d'atténuation. Je voulais simplement dire ceci. Nous avons une question du public de Saya qui demande quelle est la définition que fait la FAO des terres dégradées, car c'est un problème, comme on l'a dit, qu'il n'existe pas une définition commune de ce qu'est une terre dégradée. Et il est primordial de le savoir pour voir quelle va être la capacité de ces terres. Qu'est-ce que la FAO a fait à cet égard pour combler cette lacune en termes d'information? Pour nous, une terre dégradée est une terre qui n'est plus productive, au sens large. Donc, voilà, plus productive au sens large, c'est-à-dire soit pour les services des écosystèmes, l'agriculture, les services urbains, les prairies, les forêts, c'est-à-dire qu'on utilise une définition très large pour la productivité. Par ailleurs, quand nous parlons de restauration des terres, on ne prétend pas restaurer les terres à leur niveau original, mais simplement de les restaurer à un niveau qui leur permette d'être à nouveau productives selon le prisme de la durabilité. Et nous avons publié dans une revue scientifique ce chiffre des 900 millions d'hectares de terres dégradées qui pourraient être restaurées. Et tous ces chiffres sont à la disposition de quiconque souhaite les consulter. Il y a 3 pages de conclusion plus 20 pages de statistiques. Et comme la FAO a une politique d'accès libre à ces informations et à ces données, donc toute personne qui le souhaite peut consulter ces données. Et cette définition peut être appliquée à tous les pays et à toutes les régions. C'est-à-dire que il y a une certaine homogénéité dans les termes. Si on veut les peaufiner un peu plus, il va nous falloir plus de temps. Mais nous savons ce qui est disponible et ensuite les définitions peuvent être effectivement précisées par la suite. Il nous reste 4 minutes. A été mentionné de la part du public que ce groupe ne respecte pas la parité homme-femme. Il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Donc, ça nous ramène à ce que j'ai dit au début, à savoir que nous nous efforçons d'avoir toujours la plus grande diversité possible dans toutes nos discussions, mais c'est pas toujours possible de le faire dans chacune de nos débats, c'est-à-dire d'avoir un équilibre en termes de provenance géographique, de genre et d'autres facteurs. Il y a certaines discussions qui ne sont composées que de femmes, d'autres qui ne sont composées que d'hommes, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous n'avons pas un équilibre, une parité homme-femme. Mais ceci étant dit, j'aimerais donc demander à nos invités si, selon eux, on pourrait faire quelque chose pour améliorer la parité homme-femme dans ce domaine de travail, en plus d'essayer de contacter tous les experts que nous pouvons connaître dans les différents domaines. Est-ce que vous avez une suggestion pour améliorer ceci? Il me semble que la parité homme-femme est relativement respectée dans ce secteur, mais comme c'est le cas dans de nombreuses sphères, c'est vrai qu'au niveau de direction ou en termes des âges, ce n'est pas vraiment paritaire, donc il faudrait peut-être avoir plus de jeunes et cela pourrait entraîner une meilleure parité. René, j'ai une solution très simple. La prochaine fois que vous nous invitez à participer à une activité, demandez-nous de vous suggérer le nom d'une collègue féminine ou d'une collègue du sexe opposé. Chinquan? À l'avenir, nous pouvons envisager la possibilité d'inviter des personnes, des représentants des peuples autochtones et du secteur des entreprises
qui n'auront peut-être pas autant de connaissances scientifiques ou de connaissances sur les organisations, mais qui en tant que représentants de communautés locales peuvent avoir quelque chose d'important à apporter et comme le disait également Kate, avoir des invités plus jeunes. Sandeep? Euh, En réalité, à l'UICN, l'invitation avait été proposée à une collègue féminine qui n'a pas pu venir. Donc c'est peut-être ma faute si qu'il n'y ait pas une meilleure parité dans cette activité, mais l'UICN s'attache vraiment à être paritaire dans la réponse qu'elle offre à toutes ces questions et dans tout le travail qu'elle fait. Il nous reste 1 minute 30 secondes, vraiment très vite. En 10 secondes, pourriez-vous nous dire quelle est, à votre avis, la mesure la plus importante qu'il faut prendre à court terme en termes de gouvernance des approches d'élimination du CO2 à grande échelle fondées sur la nature? Très vite, hein, car nous avons 1 minute. Oui, je crois que reconnaître le droit des peuples autochtones et des communautés locales. Quelqu'un d'autre? Voir le point de vue également du monde des entreprises pour ce qui est des solutions fondées sur la nature. Manuel? La clarté, des déclarations crédibles et des mécanismes de protection sociale. Très simple. Arrêtez de vouloir être parfait. Joignons le geste à la parole et agissons dès maintenant sur la base de ce que nous savons. Sandeep, le dernier mot est pour vous. À long terme, nous allons avoir besoin sûrement d'un cadre réglementaire adéquat pour faire le suivi, l'examen et la vérification de ce que nous nous proposerons. Eh bien, merci. Donc voilà, nous avons terminé. Merci à nos invités pour nous avoir consacré du temps. Merci aussi à notre public. Ça a été une conversation très intéressante et nous espérons nous revoir bientôt. Il reste beaucoup à faire. Merci beaucoup. Au revoir.